Alors, avant de commencer, je vais me présenter et je vais vous présenter également les personnes qui vont être présentes avec moi pour animer ce webinaire. Donc, je suis Perrine Bouquet, je suis expert comptable, directeur du bureau de Roubaix. Je vais co-animer avec Jennifer de Brito, qui est chargée de clientèle au bureau de Maubeuge et qui accompagne une clientèle de professionnels libéraux. Et on aura Didier, notre formidable Didier, qui sera également avec nous. Didier Vanham, donc qui est en charge du bureau d'Amiens, qui intervient également sur une clientèle de professionnels libéraux et donc qui sera à nos côtés pour intervenir et répondre également à vos questions. Bonjour à tous et tous. Alors, les objectifs de ce webinaire, de cette conférence, eh bien, tout d'abord, c'est de définir les enjeux de la constitution d'une SEL. Pourquoi constituer une SEL? Quel est l'intérêt? On évaluera également les opportunités financières pour le professionnel. Dans la majorité des cas, c'est un outil intéressant, mais ça peut être aussi à étudier parce que dans certaines situations, on se rend compte que le passage en selle n'est pas forcément une opportunité. On vous apportera aussi des éclairages sur les différents schémas possibles. Donc l'apport du fonds de commerce, la vente du fonds de commerce, tout ça donc vous sera expliqué durant l'heure qui arrive. Alors, une petite présentation rapide de KPMG. Donc KPMG compte plus de 70 000 clients et nous accompagnons 47 000 petites entreprises, donc TPE, commerçants, artisans, professions libérales. Nous sommes implantés sur tout le territoire français avec 238 bureaux au total. Et plus de 8 000 collaborateurs sont dédiés donc à des marchés spécifiques pour répondre vraiment aux besoins et aux attentes de nos clients. Alors, nous accompagnons les professionnels, les entrepreneurs tout au long de la vie de la société, donc de leur création en passant par le développement de leur entreprise. Et ensuite, on les accompagne également pour la cession, la transmission. On leur propose des outils de pilotage, des outils de gestion. On réalise également des audits, audits retraite, audits prévoyance, des bilans patrimoniaux également. Voilà pour faire rapide sur la présentation de KPMG. Donc je vous propose de rentrer maintenant dans le vif du sujet qui nous concerne cet après-midi. Donc l'animation se déroulera de la manière suivante. Jennifer donc de Brito vous présentera les SEL. Moi, je vous expliquerai le passage en SEL. Est-ce qu'il faut vendre ou apporter la clientèle et quelles sont les conséquences? On évoquera également les enjeux financiers, les avantages, les inconvénients. On abordera les conséquences fiscales et sociales sur le statut du dirigeant. On vous présentera une simulation financière et on évoquera la sortie de la SEL. Je laisse Jennifer poursuivre. Donc, qu'est-ce qu'une société d'exercice libéral? Donc, c'est une société qui a la forme commerciale, mais qui exerce une activité civile. Donc, elle a été introduite par la loi du 31 décembre 1990 et on verra par la suite qu'elle a été modifiée par la loi Murcef du 11 décembre 2001 qui instaure un nouveau type de société pour les professions libérales, c'est les SPFPL. Donc, on verra ça plus tard. Donc, la première question à se poser, c'est qui peut exercer en SEL? Elle va surtout concerner les professions qui sont régies par des ordres. Donc, on va retrouver tout ce qui est profession médicale ou paramédicale
comme les médecins, les chirurgiens dentistes, les infirmiers, les kinésithérapeutes. On va retrouver également les pharmacies, les biologistes, mais également les professions juridiques. L'objet de la SEL, c'est l'exercice en commun de la même profession libérale exercée par les associés ou les actionnaires. C'est-à-dire que je ne peux pas être, par exemple, médecin en SEL et exercer avec une infirmière. Il faut la même activité. Les SEL ne peuvent en aucun cas être pluridisciplinaires. Il y aura toutefois une exception qui a été posée par la loi Macron concernant les professions juridiques. Et là, on va venir instaurer des SEL interprofessionnels entre professions juridiques ou judiciaires. Donc, les différents types de SEL. On va se caler sur les sociétés commerciales, mais on va les transposer à la profession libérale. C'est-à-dire que pour une SARL, on va parler de CELARD ou de CELURD en code associé unique. Pour une société anonyme, on va parler de CELAFA. Pour une société en commandite par action, on va parler de CELCA. Pour une SAS, on va parler de CELAS. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est le E de exercice libéral qui va se rajouter à la structure commerciale. Donc, vous revoyez les différents types de SEL. Les CELCA et les CELAS, en fait, ce sont des SEL, on en voit moins. C'est celles qui sont les moins utilisées. Donc, je vais laisser la parole à Perrine. Alors moi, je vais poursuivre donc en vous expliquant les modalités du passage en SEL. Donc on parle bien d'un professionnel qui exerce à titre individuel et qui va faire le choix de passer en SEL. Donc il y a deux possibilités, deux schémas. Le premier, eh bien, il va vendre sa clientèle à la SEL. En contrepartie, il pourra percevoir le produit de cette vente. Et après, il fera ou non partie de la SEL. Le deuxième schéma, c'est l'apport de sa clientèle. Donc, il apporte la clientèle à la SEL et en contrepartie, il perçoit des titres de cette SEL. Donc, il est dans le capital de la SEL. Donc, de manière plus détaillée, lorsque le professionnel vend sa clientèle à une SEL, il y a une plus-value qui est dégagée. Cette plus-value, comment elle se calcule? Eh bien, c'est le prix de vente. Donc, on fait une évaluation de la clientèle. Et cette plus-value, c'est le prix de vente moins le prix d'achat. Alors, s'il n'a pas acheté la clientèle et qu'il l'a créée, eh bien, le prix est de 0. Le prix d'achat est de 0 et donc la plus-value correspond à son prix de vente. La plus-value, elle est taxée à la flat tax. Donc, la flat tax, aujourd'hui, c'est un taux de 30%. Ça, c'est le principe. Il existe des possibilités d'exonération totale ou partielle de cette plus-value. L'exonération, elle va dépendre du montant du chiffre d'affaires. Donc, on regarde le chiffre d'affaires du professionnel libéral sur les 3 dernières années. Si le chiffre d'affaires ne dépasse pas 90 000 €, il pourra bénéficier d'une exonération totale de sa plus-value. Si le chiffre d'affaires il est compris entre 90 000 et 126 000 €, il pourra bénéficier d'une exonération partielle. Il y a toutefois un élément à prendre en compte et qui n'est pas des moindres, c'est que cette exonération-là, elle n'est pas valable dans le cas d'une vente à soi-même. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un lien, une dépendance, un lien de dépendance entre le cédant et le cessionnaire, ce qui est souvent le cas quand le professionnel libéral apporte ou vend son fonds à une SEL, dans ces cas-là, l'exonération ne peut pas s'appliquer. Donc, dans le cas de la vente de la clientèle, l'intérêt pour le professionnel libéral, c'est qu'il récupère du cash, il récupère une trésorerie et qui lui permet de se constituer un patrimoine
personnel. Alors du côté de la SEL maintenant, la SEL qui achète la clientèle au professionnel libéral, eh bien, elle peut financer cet achat de différentes manières, soit en empruntant, soit grâce à son capital, si toutefois il est suffisant, ou soit grâce aux comptes courants, aux apports des associés qui ont été faits en compte courant. Ça peut être bien sûr un mix de différents modes de financement. Les intérêts d'emprunt sont déductibles dans la SEL, hein, donc ce sont des charges financières. Et l'achat entraîne des droits d'enregistrement, donc il y a différents seuils en fonction du montant du fonds. Et ces droits d'enregistrement sont également déductibles du bénéfice de la société, avec la possibilité de les étaler sur 5 ans. Donc ça, c'est dans le cas donc d'une vente à la SEL. Si je peux me permettre, Oui. Perrine, là, ce qu'on voit effectivement, la vente peut porter un intérêt par rapport à il y a quelques années. Hein, c'est ce que tu as effectivement expliqué, c'est que la plus-value dégagée est taxée à 30%. Hein, donc, c'est effectivement la flat tax, hein, qui a été mise en place par le gouvernement Macron. Mais on a des situations où on avait fait des études pour certains clients il y a 5-6 ans, hein, où cette plus-value était taxée dans la tranche marginale d'imposition. Hein, donc, ce qui faisait que quelqu'un qui était imposé dans une tranche marginale à 41%, plus 17,20 de CSG, CRDS, hein, prélèvements sociaux, parfois, ça n'avait pas grand intérêt parce qu'on avait une forte taxation de cette plus-value dégagée par la vente. Donc là, on voit que la fiscalité, hein, qui est favorable à ce genre d'opération avec la flat tax à 30%, donc a donné naissance à un nouvel intérêt de se dire, effectivement, je peux avoir un intérêt à céder ma clientèle à moi-même au travers d'une SEL. Et on verra après, il y a un autre avantage qui est pas nouveau, hein, mais c'est la baisse de l'impôt société, ça on le verra tout à l'heure, qui redonne aussi un argument supplémentaire ou un élément supplémentaire pour faire l'étude du passage en SEL. Voilà. Effectivement, oui. La fiscalité favorise ce passage. Merci Didier. Donc deuxième schéma possible, donc on apporte le fonds de commerce ou la patientèle, hein, tout dépend de l'activité, et l'ensemble des actifs immobilisés, donc notamment du matériel, ça peut être aussi du stock dans certains cas. Donc le professionnel libéral apporte tout ça à la SEL, et donc comme je le disais tout à l'heure, il reçoit en échange des parts sociales ou des actions de la société, tout dépend de la forme juridique qui aura été choisie. Là aussi, l'apport génère une plus-value qui entraîne une imposition immédiate. Ça, c'est le principe. Comme je vous l'ai dit, le professionnel dans ce schéma-là ne perçoit pas la trésorerie, hein, puisqu'il reçoit des titres, il ne reçoit pas du cash. Par conséquent, payer un impôt sur la plus-value alors même qu'il n'a pas perçu de trésorerie, ça peut être très, très ennuyant pour ce schéma, pour le professionnel. De ce fait-là, il y a un régime de faveur qui va pouvoir s'appliquer. Donc, j'y reviendrai juste après. On a également, lors de l'apport du fonds, une exonération des droits d'enregistrement si l'apporteur du fonds indique qu'il va conserver les titres de la SEL pendant au moins 3 ans. Alors, je reviens sur le régime de faveur. Donc, comme je vous le disais, il y a une plus-value lors de l'apport qui est générée, qui se calcule de la même manière, hein, que la plus-value lorsqu'il y a une vente du fonds à la SEL. Donc, cette plus-value si le régime de faveur s'applique, ne va pas être imposée de suite. Elle bénéficiera d'un report d'imposition. Et donc, elle sera imposée lorsque le professionnel sortira de la SEL et lorsqu'il vendra ses titres de la SEL. Et c'est la fiscalité en vigueur lors de la cession des titres qui s'appliquera.
Donc, si c'est toujours la flat tax, eh bien, ça sera les 30%. Si au moment de la cession des titres, la fiscalité a changé sur les plus-values, eh bien, c'est la fiscalité en vigueur qui s'appliquera. Et la plus-value sur les éléments corporels, donc notamment le matériel, pourra être étalée sur 3 ans. Alors, il y a des contraintes à ce schéma. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de trésorerie disponible pour le professionnel qui a fait l'apport. Il y a également un formalisme juridique puisqu'il faut avoir recours à un commissaire aux apports pour valider notamment l'évaluation du fonds, sa valeur. Donc, le commissaire aux apports émet un rapport sur la valeur du fonds. Donc, les enjeux financiers, on va voir à présent quelles sont les conséquences fiscales et sociales de l'exercice en selle par son dirigeant. Donc, tout d'abord, je vais faire un petit rappel. Actuellement, quand on exerce sous forme de personne physique, on est taxé sur l'ensemble de son bénéfice. Donc, par exemple, en BNC, c'est l'ensemble des recettes encaissées sur l'année sur lesquelles on va venir déduire les dépenses décaissées sur l'année. Alors qu'en SEL, c'est différent. On va déterminer un bénéfice, c'est-à-dire qu'on va prendre l'ensemble des honoraires ou du chiffre d'affaires que l'on a produit, même si on ne l'a pas forcément encaissé, et on va venir soustraire toutes les charges, mais y compris la rémunération qu'on va déterminer aux dirigeants. Et bien sûr, et les charges sociales qui vont avec. Donc, on va déterminer un bénéfice. Et c'est ce bénéfice de la SEL qui sera soumise à l'impôt sur les sociétés au taux de 15%, donc jusqu'à 38 120 €, et à 26,5% au-delà des 38 120 €. Donc, une SEL, en principe, elle est soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés. On va avoir une exception pour les CELARD associés uniques qui relèvent en principe de l'impôt sur le revenu, mais on peut opter pour l'IS et en général, toutes les simulations font que c'est plus intéressant d'opter pour l'IS. On a une exception où on va pouvoir avoir une option pour un impôt sur le revenu temporaire. Ce qui peut être intéressant, en fait, tout au début de l'exercice en SEL, si on n'a pas beaucoup de bénéfices, voire un déficit, puisque si je reste imposé à l'impôt sur le revenu, je vais pouvoir venir imputer ce déficit sur mes autres revenus catégoriels. Pour les SARL de famille, par contre, la CELARD familiale, elle ne pourra pas opter pour l'impôt sur le revenu. Donc, on a vu tout à l'heure le premier enjeu du passage en SEL, qui était l'intérêt financier de se vendre une première fois sa patientèle ou sa clientèle à soi-même et d'obtenir un cash. L'autre intérêt majeur en fait de l'exercice en SEL, c'est de maîtriser sa rémunération, puisque je vais me déterminer une rémunération qui devrait être constante tous les mois et linéaire tout au long de l'année. Cette rémunération, elle fera l'objet d'une approbation en assemblée générale. Et c'est cette rémunération que je vais me fixer qui sera soumise qui sera imposée en traitement et salaire en fait dans la déclaration de revenus et on aura un abattement de 10%. Donc, je vais prendre un exemple. C'est, je suis dentiste, par exemple. Actuellement, je suis taxée sur l'ensemble de mon BNC, on va dire 100 000 €. Demain, je m'aperçois que j'ai pas besoin de 100 000 € pour vivre, mais que 60 000 €, ça me suffit. Ben, dans ces cas-là, je vais me fixer une rémunération de 5 000 € par mois. Et moi, à titre personnel, je ne serai taxée que sur les 60 000 € que je prendrai en rémunération. Et c'est les 40 000 € qui seront taxés au titre de l'impôt sur les sociétés dans ma SEL. Donc là, on a parlé de la rémunération du travail. On va voir qu'en société, on a aussi la rémunération du capital, puisqu'on va avoir la possibilité justement de se distribuer des dividendes avec le bénéfice qui aura été généré par ma SEL.
Donc, ce dividende sera imposé à la flat tax de 30% ou bien au barème progressif de l'impôt sur le revenu après un abattement de 40%. Donc, je reprends mon exemple de mon dentiste qui a un BNC de 100 000 euros. Donc, s'il a par exemple du matériel à financer, bah, les 40 000 euros qui va rester en bénéfice, il va les laisser dans la selle pour pouvoir financer son matériel. Maintenant, si j'ai pas besoin de ce bénéfice, si j'ai pas besoin de laisser ce bénéfice dans ma selle parce que je n'ai aucun investissement à financer, je vais me verser du coup des dividendes. Donc maintenant, Oui, et s'il te plaît, Jennifer aussi. Oui, et puis là, ce qui est important, hein, donc, comme vous pouvez voir, c'est qu'on a deux sources de revenus qui sont différentes, hein, et qui sont taxées d'une manière différente, hein. Donc, la rémunération, comme l'a dit Jennifer, dans votre tranche marginale d'impôt sur le revenu, hein, donc ça peut être une tranche élevée, et la distribution de dividendes, donc on va faire simple, on va dire, qui est taxée donc à la flat tax à 30%. Donc là, le rôle de l'expert comptable, effectivement, en fin d'année, c'est de faire un arbitrage, hein, parce qu'effectivement, c'est de se dire combien je prends en rémunération, combien je prends en dividende pour optimiser, hein, le net disponible pour le professionnel. Hein, donc là, nous, effectivement, on accompagne nos clients sur, c'est des études qu'on fait très régulièrement, hein, d'accompagner nos clients sur cet arbitrage entre la rémunération et le dividende. Merci. donc là, c'était le statut. On vient de voir le statut fiscal. Maintenant, on va voir le statut social du dirigeant. Donc, je vais rappeler les deux principes, les deux statuts qui existent actuellement en société. C'est le statut de travailleur non salarié, hein, qui ne change pas d'une personne physique. On dépend du régime des indépendants. Par contre, c'est bien la rémunération qui est taxée aux charges sociales et non l'ensemble du bénéfice. Ensuite, l'autre statut, c'est celui d'assimilé salarié, sur lequel, là, du coup, on a une fiche de paie, on dépend du régime général de la sécurité sociale. Donc, en selle, on va voir que c'est pas si simple que ça. Donc, pour une cellarde avec une gérance majoritaire, la question ne se pose pas. On sera toujours affilié au régime des travailleurs non salariés. La question qui va se poser, c'est quand on est associé minoritaire d'une cellarde. Dans ces cas-là, on va devoir venir regarder le lien de subordination. Puisque s'il y a un lien de subordination, dans ces cas-là, l'associé minoritaire sera affilié au régime général des salariés. Par contre, s'il n'y a pas de lien de subordination, même l'associé minoritaire sera soumis au régime des travailleurs non salariés. Maintenant, dans les autres types de selles, hein, comme par exemple la CELAFA ou la CELAS, là, on va venir regarder le statut du dirigeant, puisque le dirigeant dans une selle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est c'est obligatoirement un professionnel qui est dirigeant d'une selle, puisqu'un non professionnel ne peut pas diriger ce type de société. Ce qui fait que là, on risque d'avoir une double affiliation aux caisses. C'est-à-dire que si j'ai un mandat de président, je peux être affilié au régime des salariés pour mon mandat de président, mais au régime TNS, en fait, pour la rémunération vraiment de mon travail en tant qu'associé professionnel. Donc, les enjeux financiers, je vais passer la parole à Perrine qui va vous montrer un exemple précis et chiffré. Merci. Alors effectivement, on a voulu comparer ici donc les deux régimes qu'on a évoqués, c'est-à-dire le régime à l'impôt sur le revenu. Donc là, on considère que c'est une personne qui exerce son exercice en individuel et qui est soumise donc à l'impôt sur le revenu. Et l'exercice donc en société avec une imposition à l'impôt sur les sociétés.
Donc bien sûr, pour réaliser cette simulation, on a dû prendre un certain nombre d'hypothèses. L'idée, c'est pas forcément de vous dire que tel régime est plus avantageux que l'autre, puisque comme je l'ai indiqué en introduction, chaque cas est particulier et donc ça demande vraiment de faire une étude et un prévisionnel sur plusieurs années pour voir ce qui est le plus intéressant. Mais là, l'idée, c'est de vous montrer surtout les différences de traitement et les conséquences de chacun des deux régimes. Donc, Oui, Périne, ouais, ça c'est un point très important, hein. C'est surtout effectivement ne pas le prendre pour argent comptant, hein, parce que, comme on dit toujours, le cas de l'un n'est pas le cas de l'autre. Et même si vous avez exactement la même activité, le même chiffre d'affaires, les mêmes charges, il y a forcément un élément qui va vous différencier de votre voisin ou votre confrère, c'est l'impôt sur le revenu. Hein, parce que quelqu'un qui va être célibataire ou une famille mariée et puis 6 enfants, on va pas du tout avoir le même impact sur l'impôt sur le revenu. Donc, parce qu'on a souvent des clients qui disent, je veux passer en Solarde parce que mon confrère est passé en Solarde et puis il a économisé 20 000 euros d'impôts. Alors peut-être, mais parfois c'est pas le cas pour la personne parce qu'elle n'a pas du tout la même opposition. Hein, donc on insiste quand même là-dessus, c'est que c'est vraiment un exemple et il faut pas en tirer du tout une conclusion en disant l'IR est mieux qu'IS ou l'IS est mieux qu'IR. Je vais passer en cela, je vais faire une économie d'impôt. Il n'y a qu'une étude personnalisée qui permet de tirer ces conclusions. Et encore dans cette étude personnalisée, il y a aussi vos choix personnels qui vont influencer le passage ou non. Comme le disait tout à l'heure Jennifer, si demain vous êtes taxé sur un bénéfice de 100 000 euros, mais que vous avez besoin que 60 000 euros, on peut laisser les 40 000 euros dans la Solarde et on va baisser et linéariser votre impôt sur le revenu. Hein, donc voilà, donc il faut vraiment prendre en compte des critères qui sont vraiment personnels. J'ai le cas notamment, j'ai un nouveau client qui a fait son passage en SEL il y a quelques années, et aujourd'hui, il se rend compte que ça devient très très difficile il n'y a pas suffisamment de trésorerie pour rembourser l'emprunt. Donc il avait apporté son fonds à une SEL. La SEL a emprunté donc pour pouvoir le rémunérer. Et aujourd'hui, la trésorerie est vraiment très très juste. Alors bon, peut-être que le fonds a par exemple été mal évalué, a été surévalué, mais voilà, on insiste vraiment sur le fait que il faut faire un prévisionnel d'activité, un prévisionnel de trésorerie, et vraiment que ça soit appliqué à la situation personnelle, à votre situation personnelle. Et le cas inverse, hein, ce que tu disais tout à l'heure, on a fait des études il y a 5-6 ans où le professionnel, en fait, il a fait le choix de rester en BNC, hein, parce qu'on avait effectivement une lourde fiscalité sur la plus-value, hein, que maintenant on a vu c'était à 30%. Et on a également, donc comme tu l'as dit tout à l'heure Jennifer, une baisse de l'impôt sur les sociétés. Enfin, on va voir là sur l'exemple, mais où en 2021 on va être sur un impôt société à 26,5%. On était encore à 33% il y a 3-4 ans. Hein, donc il y a deux critères qui permettent de réétudier des dossiers qui ne sont pas passés en SEL il y a 4-5 ans. Et j'en profite également, hein, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous souhaitez plus les poser oralement que par écrit, il y a un petit logo, vous pouvez lever la main et on peut vous donner accès au micro. Oui, j'ai pas précisé aussi, si vous ne voyez pas la petite fenêtre chat qui apparaît en bas à droite, eh bien dans le bandeau en haut, vous pouvez cliquer dessus également. Voilà. Alors, je vais poursuivre sur le comparatif. Donc là, on a pris l'hypothèse d'une petite pharmacie parce que il y a de nombreuses pharmacies qui se sont transformées et qui ont fait un passage en SEL.
Donc, c'est une pharmacie qui réalise 2,5 millions de chiffre d'affaires. Elle génère une marge de 700 000 euros. Ensuite, il y a des charges de fonctionnement pour 100 000 euros, des frais de personnel, 259 000 euros, et des impôts et taxes pour 17 000 euros. Donc là, comme vous le voyez, qu'on soit à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, c'est identique. Pas de différence. Maintenant, on a la rémunération du gérant. Donc, comme on vous l'a présenté, comme Jennifer vous l'a présenté, on a une rémunération de gérance qui passe en charge dans les sociétés qui sont à l'impôt sur le revenu. Donc là, les 60 000 euros, c'est une rémunération nette qu'on a constatée donc en charge. Au niveau de l'impôt sur le revenu, lorsqu'on est en individuel, la rémunération ne passe pas en charge. Les prélèvements de l'exploitant sont constatés en comptabilité, mais ce n'est pas en charge. Donc sur vient ensuite les cotisations sociales du gérant. Donc nous, on a pris l'hypothèse d'un taux de cotisation de 35%, à affiner également au cas par cas. Donc on a calculé des cotisations sur une rémunération de 60 000 euros dans le cas d'une société à l'impôt sur les sociétés, ce qui fait 21 000 euros. Pour le professionnel qui est en individuel, la cotisation, elle est calculée sur son bénéfice, sur son résultat fiscal. Donc là, la cotisation, elle est plus importante en individuel, donc ça représente 66 000 euros. Ensuite, on a les dotations aux amortissements qui sont communes, identiques aux deux régimes. Et on a les charges financières puisqu'on a considéré qu'il y avait un emprunt bancaire à rembourser et donc des intérêts d'emprunt. Alors, dans le cas d'un exercice en individuel, le résultat, donc c'est bien la déduction, c'est la marge moins toutes les charges que vous voyez apparaître. Le résultat s'établit à 182 000 euros. Dans le cas d'une société à l'impôt sur les sociétés, le résultat est moindre, il est à 167 000 euros, puisqu'on a nos 60 000 euros de rémunération de gérance qui viennent en plus, mais par contre, on a des cotisations inférieures. Sur ce résultat, on va venir calculer l'impôt sur les sociétés. Donc, il y a un taux réduit, comme indiqué par Jennifer, de 15% jusqu'à 38 120 euros de bénéfice. Et ensuite, on est actuellement à un taux de 26,5%. Donc ça représente 40 000 euros d'impôt sur les sociétés calculés donc sur notre résultat. Ce qui nous donne un résultat net de 127 000 euros. Toujours dans notre schéma, on a dans nos hypothèses, on a décidé de distribuer 100% de ce résultat net. En considérant que ça dépassait pas 10% du capital social et du compte courant d'associés. Voilà, donc on distribue l'intégralité de ce résultat sous forme de dividendes. Ces dividendes qui seront soumis au taux de 30%. Donc ensuite, on a fait une simulation pour connaître le montant de l'impôt sur le revenu à payer. En se basant sur une personne seule, donc un célibataire, donc une part au niveau de l'impôt sur le revenu. Donc dans le cas d'un individuel, il va déclarer 182 000 euros de résultat, ce qui générera un impôt de 61 000 euros. Il sera dans la tranche marginale à 45%. Dans le cas d'un gérant de SEL à l'IS, lui, il va déclarer les 60 000 euros de rémunération nette qu'il aura perçue, plus les dividendes de 127 000 euros, et ça générera un impôt de 48 000 euros. Et là, il sera dans la tranche marginale à 30%, alors que de l'autre côté, il est dans la tranche marginale à 45%. Et donc, on est venu calculer le revenu disponible. En fait, c'est ce qui reste dans la poche. Donc, le revenu disponible pour un individuel à l'impôt sur le revenu, ça sera son résultat net moins son impôt. Ça fait 121 000 euros. Dans le cas d'un gérant de société, son revenu disponible, ça sera sa rémunération de 60 000, ses dividendes de 127 000,
moins l'impôt sur le revenu qu'il aura payé. Donc, il restera 139 000. Voilà. Donc, dans ce cas précis, on peut dire que la SEL peut être intéressante à créer et à mettre en place. Voilà. Mais vraiment à étudier au cas par cas. Alors, je vais poursuivre sur les enjeux. Voilà. Donc on va évoquer les avantages, les inconvénients du passage en SEL. Alors, comme vous le voyez, les avantages sont nombreux. On va les décliner donc sur le plan juridique, financier, fiscal, social, économique, patrimonial. Je pense que après tout ça, on aura fait le tour. Alors, sur le plan juridique, le premier avantage, c'est qu'on protège le patrimoine personnel puisqu'il y a vraiment une séparation entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel. L'intérêt également, c'est que la responsabilité des associés est limitée au montant des apports dans le capital social. Bon, il y a quelques exceptions qui sont assez rares, notamment la faute de gestion, où là, on peut engager au-delà la responsabilité des associés, mais en règle générale, la responsabilité est limitée au montant des apports dans le capital. Alors, toujours sur le plan juridique, en SEL, il y a possibilité de conserver les titres. Donc, une personne qui part à la retraite, par exemple, a la possibilité donc un professionnel qui prend sa retraite a la possibilité de conserver les titres de la SEL pendant 10 ans. En cas de décès, il y a transmission des titres aux ayants droit. Donc, ça peut être les associés, les autres associés de la SEL. Les avantages que j'évoque ici, ce sont surtout des avantages dans le cas où vous êtes plusieurs associés dans une SEL. Donc, il y a possibilité d'organiser d'avoir une meilleure organisation du pouvoir, notamment en répartissant le capital en fonction de la détention que chacun aura dans le capital. Des décisions prises, il y a des décisions qui sont prises à l'unanimité ou à la majorité. Et il est possible d'exercer sur différents sites géographiques lorsque vous êtes en SEL. Alors, les avantages sur le plan financier, eh bien, c'est la possibilité de faire appel à des investisseurs ou à des investisseurs donc extérieurs. Alors, bien sûr, dans une certaine proportion, puisqu'ils ne peuvent pas dépasser 49% du capital. Donc, les entités qui ne seraient pas professionnelles ou qui n'exerceraient pas la profession exercée par la SEL ne peuvent pas dépasser 49% du capital. Pour le professionnel libéral, eh bien c'est l'avantage d'être désengagé d'emprunt personnel. Hein. Il n'a plus d'emprunt, lui, en nom propre. Et donc, ça lui permet de réaliser d'autres investissements à titre personnel. Je vais laisser Jennifer poursuivre. Donc, les avantages sur le plan fiscal et social, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que en SEL, c'est assez souple puisque je vais avoir la possibilité d'arbitrer entre ma rémunération du travail et les dividendes. Donc, je peux me prendre une rémunération fixe tout au long de l'année et en fin d'exercice, je peux décider de me verser une prime complémentaire qui sera déductible des résultats de la société. Je vais donc venir écraser le bénéfice. La même chose pour les cotisations sociales, hein, puisque le but, en fait, c'est vraiment de maîtriser sa rémunération et ses charges sociales, puisque les charges sociales, elles sont calculées sur la rémunération que je me verse. Ça permet vraiment de moduler la rémunération et de réduire ma fiscalité à titre personnel. Donc, c'est ce que Didier vous expliquait. Il y a vraiment un arbitrage à faire entre le taux d'IS et le taux d'impôt sur le revenu.
Sur le plan économique, théoriquement, je vais avoir une constante dans mes revenus professionnels, hein, contrairement au BNC, hein, où on peut observer une fluctuation des flux d'une année sur l'autre. Et je vais avoir une force de négociation plus importante, puisque je vais prendre le cas, par exemple, d'un pharmacien qui pourra détenir des parts dans deux autres selles. Donc, sur le plan patrimonial, ça va me permettre de transmettre mon outil de travail plus aisément à des associés ou à des jeunes professionnels. Donc, ce qui peut faire une opportunité pour les jeunes. Donc, pourquoi? Parce que demain, si je m'associe avec un professionnel et que je lui vends la moitié de ma patientèle, il y aura un gros ticket à financer. Alors, la solution, c'est que en tant que professionnel libéral, je vais créer ma cellarde, je vais me vendre une première fois ma patientèle, ce qui fait que la cellarde va emprunter pour financer ce rachat de patientèle. Et les valeurs de la cellarde, du coup, elles sont plus ou moins nulles, ce qui va favoriser l'entrée d'un associé plus facilement. Et ça, c'est ce que Perrine vous expliquait au début. L'enjeu majeur aussi, c'est d'avoir une première fois du cash. Puisque je vais prendre le cas, par exemple, d'un médecin qui exerce en ruralité, il n'est pas sûr de vendre sa patientèle. Le fait de passer en cellarde, il se vend une première fois sa patientèle. Et puis, ça permet, comme Perrine vous avait expliqué, de bien séparer l'outil de travail du patrimoine familial. Et je protège comme ça mes ayants droit. Avant de passer aux inconvénients, Jennifer, on va peut-être répondre à une question là qu'on a sur le chat. Hein, donc la question c'est: je suis en cellarde à un seul associé, j'envisage de faire entrer un nouvel associé. Est-il plus judicieux de lui céder la moitié de mes parts sociales ou de recréer une nouvelle cellarde qui racheterait l'ancienne cellarde? Alors, la réponse judicieuse, ça va dépendre pour qui. Hein. Pour vous, ça changera pas grand-chose, hein, parce que c'est forcément vous, à titre personnel, qui allez vendre je sais pas si c'est la moitié, mais qui allez vendre une partie de vos parts. Hein. Bon, ça fait partie. Il y a une rubrique là, à la fin de l'exposé un peu là-dessus. Mais effectivement, si votre associé sous ce montage-là, si votre associé crée lui-même une structure qui va donc détenir des parts dans votre cellarde existante, l'intérêt, c'est surtout par rapport au montant de la cession et si lui, il emprunte ou pas. Donc, s'il doit faire un emprunt, là, on retombe dans un schéma plutôt qu'emprunter à titre personnel. Il crée donc ce qu'on appelle une holding en fait. Hein. Il crée une holding. Cette holding va emprunter. Elle va acheter vos parts sociales, hein, à vous personnes physiques, et elle détiendra une participation dans la cellarde existante. Alors après, il faut être très très prudent sur ce montage-là parce que si on fait par exemple un 50-50, vous n'aurez pas forcément les mêmes intérêts. Parce que si lui, il a créé sa holding et qu'il a emprunté, sa holding elle aura obligatoirement besoin de dividendes pour rembourser l'emprunt. Donc ça veut dire que vous, forcément, vous serez aussi dans une stratégie de distribution de dividendes. Hein, donc il faut vraiment qu'on soit bien en phase. Après, par la suite, ou à l'inverse, s'il prend que 40%, puis que vous restez majoritaire, et puis que vous décidez de dire non, il n'y a pas de distribution de dividendes, lui, au sein de sa cellarde, il va être bloqué, hein, parce qu'il n'aura pas de remontée de dividendes. Bon, il aura du salaire par rapport à ce que vous avez évoqué, mais il sera obligé de réinjecter de l'argent à titre personnel dans la cellarde pour rembourser l'emprunt. Donc là, ça n'aura pas d'intérêt, quoi. Alors c'est surtout des intérêts, je veux dire, en fonction de l'acheteur, voilà, s'il emprunte ou pas. Enfin, c'est en résumé ça. Et pour vous, c'est tout. C'est vous à titre perso qui êtes propriétaire de vos parts de la cellarde. Donc c'est vous à titre perso qui allez céder la quotité que vous êtes mis d'accord. Donc pour vous, finalement, ça change rien, quoi. Juste une précision, c'est que la distribution de dividendes, elle est faite pour tous les associés au prorata de leur part dans le capital. On ne peut pas dire on distribue des dividendes à un associé et pas à un autre qui sera rémunéré sous une autre forme. Non, la distribution de dividendes, elle est équitable pour tous les
associés en fonction de leur détention dans le capital. Ouais, par contre, il Et n'y a pas de fiscalité, il n'y a pas de fiscalité entre ce qu'on va dire votre SOLAR existante et puis sa holding qui va créer. Hein. Il y a très peu de fiscalité. Là, on n'est pas à la flat tax de 30% tant que ça reste à l'intérieur des structures. Et ce que j'ai oublié d'ajouter tout à l'heure quand je parlais du statut social du dirigeant, c'est que dans certains types de SEL, en fait, les dividendes seront aussi assujettis aux charges sociales. Hein. Il y a vraiment des calculs à faire. Il y a une deuxième question, on va peut-être y répondre. Donc, y a-t-il un intérêt pour un médecin généraliste de se mettre en SOLAR si les revenus ne dépassent pas 120 000 euros et sans possibilité de croissance future? Bon, alors, c'est vrai que, on a dit tout à l'heure que chaque cas était à étudier personnellement, que il y avait à la fois vos intérêts perso et votre fiscalité personnelle. Bon, c'est vrai qu'il ressort des études en delà d'un certain seuil, notamment des professions libérales avec des revenus 50, 60 000, on n'est pas forcément, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas forcément, on ne dégage pas forcément un intérêt à passer en SOLAR. Par contre, aujourd'hui, il peut y avoir un intérêt si demain vous dites, bah moi j'ai ma patientèle, bon, j'ai des revenus de 120 000 euros, j'estime que ma patientèle, bon, je dis n'importe quoi, hein, mais elle en vaut 80 000 euros, bah, je vais créer ma SOLAR, je vais vendre ma patientèle 80 000 euros à ma SOLAR, je paye la flat tax de 30% au passage, et je me fais un petit, si j'ai besoin de cash à l'instant T, je me fais un petit patrimoine perso de 70% de 80 000 euros. Et donc ça, on l'a vu chez des clients qui avaient un peu, à titre personnel, comme on dit, un peu le Des couteau sous besoins la gorge. financiers. Voilà, qu'ils avaient un besoin financier et puis la banque était prête à créer, elle ne voulait plus prêter à titre perso, parce que bon, effectivement, vous allez me dire, si j'ai besoin d'argent, je peux aller voir la banque et puis ils vont me prêter à titre perso. Et puis ils ont accepté de prêter à la SOLAR. Et puis donc voilà, donc c'était un montage qui avait un intérêt là pour le client, quoi. Mais voilà, comme on disait tout à l'heure, à aujourd'hui, puis bon, tout va dépendre aussi de votre fiscalité, votre situation familiale. Hein. Si vous êtes marié, que madame ou inversement monsieur n'a pas de revenus, vous avez quatre enfants. Bon bah même si vous êtes taxé charge sociale sur 120 000 euros et puis impôt sur revenu 120 000 euros, on va pas être non plus sur un impôt sur revenu significatif. Et de ce fait-là, vous avez besoin de vos 120 000 euros en termes de pouvoir d'achat. Donc voilà. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est pas les communes d'impôts futures en termes d'hier. Si demain vous dites je veux baisser mon impôt sur revenu, mais j'ai un résultat de 120 000 euros et demain je veux prendre dans la SOLAR un appointement de 120 000 euros, alors, votre impôt sur revenu ne va pas baisser. On va faire un one shot au début en ayant le produit de la vente, mais à partir du moment où votre rémunération elle sera de 120 000 euros, on aura exactement le même impôt sur revenu. Donc ça fait effectivement à faire, comme on disait tout à l'heure, des arbitrages entre la rémunération et le dividende, ça, qui laisse un peu de souplesse et de liberté qu'en étant en BLNC direct. On se rend compte que ça devient intéressant de passer en CELARL lorsqu'il y a un gros décalage entre les revenus que vous devez déclarer de votre BNC et les prélèvements personnels que vous arrivez à prendre en fonction de la trésorerie que vous avez. S'il y a un gros décalage entre ces prélèvements et le revenu, eh bien oui, là, ça sera peut-être avantageux de le faire. Puis il y a aussi derrière la notion un peu d'autofinancement, c'est-à-dire que si vous avez le professionnel qui dégage un résultat de 120 000 euros, sur un médecin généraliste, vous avez peu d'endettement, mais on peut avoir des activités, on voit peut-être plus chez des radiologues, tout ça, qui ont d'énormes investissements. Donc derrière de l'emprunt, donc en fait, ils sont taxés sur le résultat, mais ils sont obligés de laisser je veux dire sur leur activité, de laisser du cash pour pouvoir rembourser les emprunts. Donc même s'ils ont un gros résultat de 300 000 euros,
parfois, donc ils vont payer de l'impôt sur le revenu et des charges sociales sur 300 000 euros, mais ils ne peuvent pas, à titre perso, prélever ces 300 000 euros parce qu'ils doivent laisser de l'argent pour rembourser les emprunts. Donc, s'ils ont 100 000 euros de remboursement d'emprunt, donc ils peuvent mettre dans leur poche 200 000 euros et sont taxés au niveau de l'impôt sur le revenu et de leurs charges sociales sur 300 000 euros. Donc, si on a un gros endettement, donc on a intérêt à passer en cela. Bon, on le voit sur l'activité. Tout à l'heure, l'exemple, c'était une activité de commerce, hein, c'était une pharmacie. Bon, aujourd'hui, on n'installe plus du tout les pharmaciens en entreprise individuelle. Hein. Il en reste des anciens parce qu'à l'époque, la SOLAR n'était pas possible. Hein, donc, comme on l'a vu un peu en introduction. Donc, mais aujourd'hui, on les met tous en SOLAR parce que forcément, ils empruntent pour acheter le fonds de commerce sur 12 ans. Et au moins, ils se prennent une rémunération et on arrive à linéariser l'impôt sur le revenu et leurs charges sociales. Merci Didier. On poursuit pour rester dans le timing qu'on s'est fixé. Non. Tu y vas, Jennifer? Oui. Donc, les inconvénients qu'on va rencontrer en SEL, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la SEL a une personnalité morale et elle va devoir rendre des comptes aux tiers, elle va devoir respecter certaines obligations. Notamment la tenue d'assemblée générale. Quand on s'installe en SEL, il va falloir rédiger aussi des statuts, il va falloir déposer les comptes au greffe. On va observer des contraintes comptables, puisque en société, on va tenir une comptabilité créance-dette et non plus simplement aux recettes, aux encaissements, décaissements comme un BNC. Et ça veut dire qu'au 31 décembre, il va falloir vraiment tout comptabiliser pour tenir compte du chiffre d'affaires qu'on a produit. Et on va constater des frais de fonctionnement plus élevés en société. Pour la cellurde, on a le caractère irréversible de l'option à l'IS. Hein. Une fois que j'opte pour l'IS, je peux plus faire marche arrière. Et le souci aussi, c'est qu'on est en société. Donc, si on a des véhicules à l'actif du bilan, on va être soumis à la taxe sur les véhicules de société. Cette taxe, on la rencontre pas lorsqu'on exerce en personne physique. Donc, le choix de l'impôt sur les sociétés sera souvent pertinent et adapté à une activité qui est relativement importante, endettée, ou lorsque le ménage est fortement imposé. On constate que c'est une solution optimum pour la gestion de l'impôt sur le revenu pendant la durée de l'emprunt. Par contre, un code constitution d'une SEL, il convient de préparer plusieurs années à l'avance la sortie. Il va falloir bien anticiper la sortie de la SEL. Donc, je laisse la parole à Perrine qui va vous expliquer comment on sort d'une SEL. Voilà, donc on se dirige effectivement vers la sortie de la SEL. Et bien là aussi, deux schémas possibles. Soit la société vend sa clientèle, elle se retrouvera ce qu'on appelle une coquille vide. Elle devient une coquille vide. Et ensuite, il faudra donc dissoudre et liquider cette société. Deuxième situation, eh bien, l'un des associés, les associés, vendent leurs titres. Donc en général, il y a un droit de préemption pour les autres associés, c'est-à-dire que si un associé veut vendre ses titres, eh bien les autres associés sont prioritaires pour racheter les titres du vendeur, ou alors il vend ses titres à une personne extérieure, mais dans ces cas-là, il faut, en général, c'est prévu dans les statuts, l'agrément des autres associés pour faire entrer une personne qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc, de manière plus détaillée, la vente de la clientèle. Donc là, comme je vous le disais, la société vend la clientèle. De ce fait-là, elle se désendette et elle va pouvoir donc disposer d'une trésorerie qu'elle pourra reverser aux associés, donc sous forme de dividendes.
La vente de cette clientèle va générer une plus-value calculée de la même manière que la plus-value au démarrage lors de l'apport du fonds ou la vente du fonds à la selle. Cette plus-value sera imposable au taux d'impôt sur les sociétés en vigueur. Donc là, actuellement 26,5%. Il y a des droits d'enregistrement également qui sont dus. Et donc les associés peuvent récupérer cette trésorerie, comme je le disais, par le mécanisme des dividendes, donc toujours avec un frottement fiscal, la flat tax de 30%. Donc là, ce qui est important aussi, c'est qu'on voit, c'est le mot peuvent. Les associés peuvent, parce qu'effectivement, maintenant, on a certains clients qui se retrouvent donc avec leur solar, qu'ils ont vendu, donc, la solar l'a vendu la patientèle. Donc, ils se retrouvent avec du cash au sein de cette structure, donc du cash qui pourrait provenir à la fois de la vente et puis du cash qu'ils ont capitalisé, qui n'ont pas pris au titre de dividendes ou de salaire. Et ils se disent, bah oui, mais maintenant, si je sors tout ce cash, je vais payer 30%, bon, ce qui est actuellement pas élevé par rapport à ce qu'on a connu. Je vais payer 30%, puis il me restera plus que 70%. Et moi, j'ai pas forcément besoin de cet argent. Donc, ce qu'on fait, c'est que, bon, forcément, on désinscrit la SELAR de l'ordre. Si c'était une pharmacie, c'est l'ordre des pharmaciens. Si c'était un médecin, c'est l'ordre des médecins. Et elle devient une SARL classique. Et on s'en sert comme une société d'investissement. C'est-à-dire que cette structure peut investir dans des biens immobiliers, elle peut placer son argent sur des placements financiers et puis capitaliser. Et puis ça permet effectivement après de faire une gestion de un peu plus on va dire pas de patrimoine, mais de démembrer les parts sociales si vous avez des enfants, d'optimiser un peu la transmission des parts sociales, parce que là, vous avez toute liberté, la société n'étant plus inscrite à l'ordre, les parts sociales peuvent être détenues par n'importe qui, donc vous pouvez faire donation aux enfants, démembrement. Donc là on s'amuse, quoi. Il y a matière à travailler et puis à réfléchir, quoi. Donc il n'y a pas forcément une obligation de dissoudre la société et de sortir le cash. Voilà, je te laisse finir. Oui, on a une question concernant les cotisations sociales. Donc effectivement, lorsqu'il y a une distribution de dividendes qui est supérieure à 10% du capital social, ces dividendes sont soumis à cotisations sociales. Et ces cotisations sociales sont déductibles du résultat. Donc elles sont déductibles et viennent en diminution du résultat. Alors, je poursuis dans le cas d'une vente des titres par les associés de la SEL. Donc, deux cas de figure. Si la SEL relève de l'impôt sur le revenu, alors comme on le disait, c'est des cas assez rares. En général, la SEL opte toujours pour, soit est soumise de plein droit ou alors opte pour l'impôt sur les sociétés. Mais on vous le présente quand même. Donc, si la SEL relève de l'impôt sur le revenu, eh bien c'est le régime des plus-values professionnelles qui s'applique. Donc, lors de la vente des titres. Donc, tout dépend de la durée de détention des titres, donc combien de temps l'associé a détenu ces titres. Si il les a détenus pendant plus de 2 ans, c'est une plus-value à long terme qui va se dégager et là, elle sera imposable à la flat tax, donc 30%. Si les titres ont été détenus moins de 2 ans, dans ces cas-là, c'est imposable à la tranche marginale d'impôt sur le revenu. Donc, en fait, cette plus-value, elle va venir se rajouter aux autres revenus déclarés à l'impôt sur le revenu et sera soumise à la tranche marginale d'impôt sur le revenu. Et on a la possibilité de la lisser, cette plus-value, sur 3 ans pour que ce soit moins douloureux. Si la SEL est soumise à l'impôt sur le revenu, eh bien là, c'est un autre régime qui s'applique. C'est ce qu'on appelle le régime des plus-values des particuliers. Et là, ça sera imposition à la flat tax par principe, mais avec option pour le régime du barème progressif.
donc le barème d'impôt sur le revenu dont vous dépendez. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est après abattement pour durée de détention. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir déduire de cette plus-value un abattement en fonction du nombre d'années que vous avez conservé vos titres. Donc si vous avez conservé vos titres entre 2 et 8 ans, vous pourrez avoir un abattement de 50%. Et si vous avez détenu vos titres pendant plus de 8 ans, vous pourrez avoir un abattement de 65%. Donc là, c'est vraiment un calcul à faire au moment où vous vendez, de savoir ce qui est le plus intéressant pour vous. Est-ce que c'est la flat tax de 30% ou est-ce qu'on applique le barème progressif? Mais bon, ça, c'est un calcul qui peut se faire assez facilement. Alors attention aussi, on a parlé tout à l'heure d'un régime de faveur lorsque le professionnel apporte son fonds à la SEL. On a dit que la plus-value, elle n'était pas imposable tout de suite, mais elle devenait imposable au moment où l'associé vendrait ses titres de la SEL. Donc on est dans ce cas précis. Donc la plus-value, effectivement, qu'on a déterminé donc lors de l'apport devient imposable à ce moment. L'acheteur devient propriétaire de la société dans son ensemble. Il possède les titres de la société. Donc la société dans son ensemble, c'est son actif, c'est son passif. Donc sa trésorerie, le fonds de commerce et également les dettes que la société peut avoir. Alors, il y a quelques difficultés qui peuvent être rencontrées dans le cadre d'une SEL, même si ça reste la solution la plus simple. On peut se heurter à un problème de culture. Comme je viens de le dire, bien comprendre qu'on achète un ensemble, on n'achète pas un fonds, on achète une société intégralement. La difficulté, c'est de savoir aussi valoriser les titres de la société. Il est plus facile de valoriser un fonds que de valoriser des titres, puisqu'on valorise l'actif et le passif. Il y a un risque aussi de lever une clause de garantie d'actifs et de passifs. Ça peut arriver en cas de litige, notamment après la vente, mais qui serait lié à un événement déclencheur ou survenu avant la vente. Dans ces cas-là, ça peut engager le vendeur à indemniser l'acheteur. Il y a une impossibilité aussi pour l'acquéreur personne physique de déduire les intérêts d'emprunt en nom propre. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, Didier indiquait qu'il fallait passer par une holding. Et donc, on va vous présenter rapidement le schéma de la holding. Donc, la holding de rachat, c'est ce que je vous ai présenté en introduction. Elle a été instaurée par la loi Mursef. On observe les sociétés de participation financière pour les professions libérales. Donc, dans le mot holding, le mot hold, ça signifie détenir. C'est donc une société qui va détenir des parts d'une autre société. Donc là, cette fois-ci, en fait, ça sera peut-être l'occasion de se vendre une deuxième fois, de se faire une deuxième fois du cash, puisque c'est la SPF, la société, la SPFPL, en fait, qui va racheter les titres de la CELARD. Donc, c'est la société de participation financière qui va faire un emprunt et c'est la CELARD qui va distribuer des dividendes à la société holding. Et c'est comme ça que la société holding va venir rembourser son prêt. Et c'est moi, Madame Martin, qui va détenir indirectement les titres de la CELARD par la détention des titres de ma holding. Donc ça, l'idée, c'était de fluidifier le marché. Mais il y a quand même eu des limitations dans la détention du capital pour éviter les dérives et une financiarisation de la profession. Par exemple, une SPFPL de dentiste, elle ne pourra pas détenir des parts dans plus de 2 selles de dentistes différentes.
Puis là, sur l'exemple, on voit que on a pris un exemple très, très simple, hein. On a pris la holding qui détient 100% des parts de la Solar. En complément de la réponse de tout à l'heure, on pourrait très bien imaginer donc plusieurs holdings qui détiennent chacune à 25% de la Solar, ou une holding qui détient 50% et une autre personne physique qui détient 50%. Hein, donc là-dessus, il y a vraiment une souplesse dans l'organisation et les détentions du capital de la CELAR. Après, en respectant forcément, comme le dit Jennifer, les règles des différents ordres, hein, parce que ces sociétés doivent également être inscrites à l'ordre et par rapport au nombre de détentions qu'elles peuvent détenir. Donc, pour conclure, on voit de plus en plus de SEL se mettre en place, hein, puisque la SEL, elle permet vraiment une optimisation de son statut fiscal et social et de se créer du cash. Mais comme Didier vous expliquait tout à l'heure, il faut bien réfléchir et se poser plusieurs questions avant d'entreprendre les démarches, hein. C'est le passage en SEL, ça nécessite vraiment d'effectuer une étude approfondie et une analyse surtout personnalisée pour savoir est-ce que j'y vais ou pas, est-ce que ça vaut le coup pour moi d'y aller. Et ces montages sont complexes et c'est vrai que là, on va venir s'entourer vraiment de tous nos conseils, hein, que ça soit aussi bien l'avocat, le fiscaliste, l'expert comptable, le banquier, bien sûr, on va en avoir besoin. Donc, je ne sais pas s'il il y a des questions. Je vois pas d'autres questions. Est-ce que c'est le moment? Si vous avez des questions, de poser vos questions, n'hésitez pas sur le chat. On espère avoir pu vous éclairer sur ce sujet complexe, hein. Voilà, on a dépassé un petit peu le temps. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre attention et pour les questions que vous avez posées. On se tient bien sûr à votre disposition pour vous accompagner et répondre à vos questions plus précisément sur votre situation. Oui, tout le support qu'on vous a présenté vous sera envoyé par mail. Merci à tous. Merci à tous. Bon après-midi.